Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode du podcast à Roubaix, une ville qui fut une grande cité industrielle. On l'a dénommée d'ailleurs la Manchester française ou encore la ville aux 1000 cheminées. C'était peut-être un petit peu exagéré, mais quand même, en 1911, on comptait 267 usines, tous secteurs textiles confondus. La population était passée de 8300 habitants en 1800 à 123 000 à la fin du 19e siècle. Ça faisait quand même une croissance de 1380% en 100 ans. On peut parler vraiment d'une explosion démographique due à la prospérité de cette industrie textile. Il fallait à l'époque produire et produire encore pour répondre aux besoins du marché. Malheureusement, les premières usines textiles ferment leurs portes en 1975 et Roubaix connaît alors plusieurs décennies de crise économique. Jusqu'alors entièrement tournée vers le textile, elle doit se réinventer et c'est bien le cas aujourd'hui. L'histoire entrepreneuriale d'une certaine famille commence au début du XXe siècle avec une petite filature de laine, propriété de Louis Mullier près de Roubaix. Une famille qui, depuis, a connu les crises, qui a connu des échecs, mais surtout qui a réussi à vivre des mutations grâce à d'incroyables entrepreneurs en son sein, et grâce aussi à des membres de la famille qui ont su organiser, penser, peut-être aussi surtout expérimenter une organisation pour la famille et une organisation pour tisser les relations entre la famille et les entreprises. On peut dire que cette famille a réussi tout à la fois à entretenir l'esprit d'entreprendre et à rester unie autour des entreprises. Parmi ces entreprises, pour vous permettre de situer, je vais citer Auchan, Decathlon, Boulanger, Noroto, Leroy Merlin, Alinéa, Jules, Pimki et tant d'autres entreprises encore, connues ou non d'ailleurs. Il y a des startups, il y a des PME. Il y en a presque autant que de grains de sable dans la mer. La famille Mullier a développé un modèle unique, et je crois qu'on peut même dire unique au monde, d'une organisation familiale qui prend la forme d'une association, l'Association familiale Mullier, AFM. Aujourd'hui, je me trouve dans un bâtiment à l'entrée de Roubaix en arrivant de Lille, un bâtiment qui est certes un peu imposant, mais simple, et qui semble dire « Chut, silence, on entreprend ». Et je suis accueilli par l'un des membres de cette famille. Bonjour Thierry Mullier, merci d'avoir accepté d'être mon invité sur ce podcast du Campus des dirigeants. Alors Thierry, tu es donc membre de cette grande famille, tu as été le président de l'association familiale Mullier pendant 16 ans, de 1998 à 2014, 4 mandats successifs. Tu as été aussi le fondateur de Pizza Pie, le président du conseil de Boulanger de 2003 à 2023. Tu es marié à Dominique, vous avez 3 enfants et 12 petits-enfants. Alors je ne mentionnerai pas toutes les autres responsabilités que tu as exercées parce que j'ai hâte de t'écouter pour parler de l'histoire de ta famille, de ton histoire personnelle, de votre organisation familiale, des relations famille-entreprise, de gouvernance. Alors je lis souvent dans la presse comme un reproche que la famille Mullier cultive le secret. Je sais moi, pour l'avoir expérimenté, et puis je dirais même en avoir bénéficié, que vous partagez volontiers votre expérience avec les entrepreneurs, les dirigeants, les familles entreprenantes, pour peu que votre expérience leur soit utile. Alors, merci d'être mon invité. Merci par avance pour tous les secrets que tu vas nous dévoiler pour aider ceux qui entreprennent et qui entreprennent en famille. Thierry, est-ce que tu veux réagir à cette présentation, cette introduction ? Bruno, c'est une très belle introduction avec un gentil sourire. Je dirais, que reste-t-il à dire si nous voulons rester fidèles à notre, non pas principe, mais habitude de rester discret. Mais j'ai accepté de te parler un peu plus, donc je vais le faire. Ouais, tu me dis que vous cultiviez pas le secret, mais la discrétion. C'est quoi la nuance ? Le secret, c'est quelque chose dont on a honte. Dans ma définition, la discrétion, c'est un état d'esprit, une manière de vivre. Et je voyais hier quelqu'un qui me disait, je suis étonné parce que à la messe du dimanche, là où je vais, ici à côté de Roubaix, Gérard Mullier vient souvent. Il dit, c'est incroyable, il a même pas de garde du corps. Et ça me fait réagir avec un petit sourire amusé. Garde du corps pour Gérard Mullier, c'est un truc inimaginable. Chez vous ? Alors, chez nous. Alors peut-être que Bernard Arnault a un garde du corps, j'en sais rien, mais nous, c'est pas notre habitude et on vit tranquillement et simplement dans notre belle région du Nord. Bon, il fait pas toujours beau,
mais c'est une région propice au travail. D'ailleurs, je trouve étonnant ce lieu où tu m'accueilles, c'est votre family office, on va le dire comme ça. C'est un lieu un peu un bâtiment imposant, il est d'une certaine taille, mais c'est quand même simple, quoi. Hein, on n'est pas dans un bâtiment en marbre comme on trouve parfois dans les grands sièges sociaux des groupes. Alors on n'est pas dans un groupe ici. Alors, merci de le préciser, Bruno, parce que si tu avais dit le groupe Mullier, tu m'aurais fait... je t'aurais instantanément pourquoi repris vous parce voulez que pas parler de groupe. Nous, on veut pas parler de groupe parce qu'on n'est pas un groupe. Pourquoi on est d'un côté une association familiale, comme tu l'as dit, et de l'autre côté un certain nombre d'entreprises dans lesquelles on dit fédération d'entreprises autonomes. Par exemple, dans ce bâtiment imposant, on travaille plus à la transmission des actions vers nos enfants, nos petits-enfants, pour la pérennité de cet ensemble, que un groupe qui donnerait des instructions à chacune de ses filiales. C'est dans ce sens-là que vous voulez parler de groupe. C'est parce que vous voulez que les entreprises soient le plus autonomes possible. Mais juridiquement, il y a des liens sur tout cet ensemble. Alors, c'est des liens extrêmement simples. Moi, en tant qu'associé familial, je suis actionnaire de 3 sociétés en commandite par action, d'une petite société étrangère qui détient quelques actifs, et ces sociétés en commandite par action et sociétés étrangères détiennent chacune, non pas l'ensemble, mais chacune des entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires. D'accord. Donc, je le disais, on est ici dans un family office. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, qu'est-ce que c'est un family office? Qu'est-ce qui fait naître le besoin de s'organiser en famille et d'avoir des locaux ensemble et des gens qui travaillent pour vous? Qui travaillent avec nous. Avec vous. Un family office, dans notre définition à nous, parce qu'il y a sans doute autant de family office que de famille. Notre family office, c'est une organisation qui permet à cette grande famille dont tu me questionneras peut-être après, de fonctionner le plus harmonieusement possible. Je vais pas dire merveilleusement, parce que dans une famille, on sait tous qu'on n'est pas en permanence dans le merveilleux. Le plus harmonieusement possible, pour que nos entreprises puissent être pérennes et puissent évoluer dans la durée sans être gênées par leurs actionnaires. Et donc, concrètement, le family office ici, la structure qui porte ça, c'est Mobilis. C'est combien de salariés? Alors, Mobilis, c'est une centaine de salariés. Et je dirais probablement dont les 2/3 s'occupent des associés familiaux. Et chez nous, on fait un distinguo entre associés familiaux et actionnaires. On peut être actionnaire jeune, mais on est associé familiaux qu'à partir de 20 ans. Ah, d'accord. Et on est actionnaire jeune au travers de la transmission. Et ça change quoi finalement, ce statut, ce changement? Eh bien, quand on devient associé familial, on a le droit, et je rajouterai moi le devoir, par exemple, d'assister aux assemblées générales. Et chez nous, les assemblées générales, c'est pas rien, parce que c'est 2 fois 1 jour et demi. Donc, un vendredi plein par an. Un vendredi plein pour écouter les entreprises. Alors, jamais toutes en même temps, parce qu'elles sont nombreuses. Écouter les entreprises. Et un samedi matin pour non, pas pour réfléchir, pour vivre l'association familiale. Donc, plus tourné vers les actionnaires. Samedi matin, les dirigeants ne sont pas invités, alors que le vendredi, tous les dirigeants sont invités. D'accord. Vous êtes en famille. C'est l'équivalent du poulet du dimanche en famille, quand on n'est pas organisé. Comme ça se passe souvent dans les familles. C'est un gros poulet ou un grand poulet, parce que une assemblée générale chez nous le samedi, c'est au moins 450-500 personnes sur les 800 associés. D'autant que maintenant, avec ce nouveau modèle de visio et donc des possibilités de suivre les assemblées à distance, je vais pas dire qu'il y a moins de monde, mais il y a plus de monde qui assiste, parce que dans le temps, les gens qui pouvaient pas venir n'assistaient pas. Aujourd'hui, les gens qui ne peuvent pas venir peuvent assister. Alors, lâchons le chiffre. Vous êtes combien aujourd'hui dans la famille, membres de l'AFM? Alors, si on regarde et pour moi c'est ça le plus important, les descendants de mon arrière-grand-père, on est autour de 1500. Je sais pas le chiffre exactement en mémoire. Il existe ce chiffre en mémoire. Et par contre, associés familiaux, on est 850. C'est ça. Donc 850 qui ont plus de 20 ans, dont une caractéristique un peu particulière dont on parlera peut-être aussi tout à l'heure, c'est que nos conjoints sont accueillis comme
associés. Pour ça, il faut qu'ils achètent au moins une action. Bah oui. Et ce, jusqu'à leur divorce ou à leur décès. D'accord. Et quand ils divorcent, surtout, ils sont contractuellement obligés de vendre. Donc, ils quittent la famille. Ah oui. Alors, il me tarde que tu racontes l'histoire de cette famille, parce que tout ce que on voit aujourd'hui, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça remonte à ton arrière-grand-père. Je parlais de cette petite entreprise textile à Roubaix au début du siècle. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous retracer les grandes étapes de l'histoire de la famille et des entreprises? Quand je parle de mon arrière-grand-père, qui est vraiment l'origine de notre histoire entrepreneuriale familiale, parce que des Mulliers dans le Nord, il y en a beaucoup plus que notre simple famille. D'ailleurs, ça vient pas du sud, parce que Mullier, IEZ, c'est... On ne croit pas que ça vient du sud, on n'en est pas tout à fait sûr. On pense que c'est plutôt une jolie écriture qui a dérapé, le R qui s'est allongé et qui est devenu Z. C'est ça, d'accord. Parce qu'on ne nous connaît pas beaucoup d'histoire espagnole, entre guillemets, ou du sud. Et notre famille, historiquement, est agriculteur à M, précisément. Et M, c'est une petite ville autour de Roubaix. C'est ça. Donc on pense que, mais ça nous préoccupe pas beaucoup, ce genre de sujet. Il y a d'autres sujets. Et d'ailleurs, dans le nord de la France, au nord de la Loire, on nous appelle Mullier. Et dans le sud de la Loire, et ça nous fait souvent sourire, on nous appelle Mulliez. Et on survit très bien avec ces deux noms. D'accord, très bien. Voilà. Alors donc, repartons de ton grand-père. Alors, mon arrière-grand-père... Ton arrière-grand-père, pardon. Mon arrière-grand-père qui, à l'époque, est contremaître de filature, c'est-à-dire qui est pas un grand cadre. C'est des contremaîtres, c'était des gens qui animaient des équipes d'ouvriers. Fait ce qu'on peut appeler à l'époque un beau mariage, parce qu'il épouse la petite fille d'Amédée Provost. Amédée Provost était le fondateur de la lainière de Roubaix, qui a eu jusqu'à 20-25 000 femmes au travail dans son usine à côté de Roubaix, à Waterloo. Qui a fermé en 2000, c'était une des dernières. Qui a fermé dans les époques que tu disais. Tout le textile s'est arrêté entre 75 et 2000. C'est ça. Et fort de ce mariage, elle a reçu une dot. Et donc, moi, en souriant, je dis souvent que notre histoire, c'est une histoire de femme et de dot. Et donc, ce monsieur, il reçoit une dot à son mariage de sa femme, et il démarre une petite filature. Et d'ailleurs, qu'il appelle, c'est amusant, qu'il appelle les fils de Louis Mullier. Pourquoi? Donc, j'en sais rien. Il pensait déjà à ses enfants? Je crois qu'il pensait déjà à ses enfants. Et donc, la première chose formidable, c'est pas d'avoir ouvert une usine qu'il fait, c'est 11 enfants. Donc pour moi, la grande fierté qu'on peut avoir de sa part, c'est... C'était classique à l'époque. C'est pas forcément classique, mais pas inhabituel en tout cas. Pas inhabituel. On peut pas dire que chaque famille avait 11 enfants, et d'ailleurs il fallait leur donner à manger. Et donc c'est pas non plus tout à fait, quand on se promène dans la région ici, ça existe, mais c'est plutôt dans le monde bourgeois d'ailleurs. Mais c'est pas à tous les coins de rue des histoires comme ça. On connaît même une histoire avec 20 enfants, mais c'est un remariage. 10 d'un premier, un veuvage, enfin 2 veuvages, 9 de l'autre, et un petit 20e ensemble. Donc première chose formidable qu'il fait, il fait 11 enfants. Deuxième chose formidable, il démarre. On sait tous que créer, c'est un jour une idée, une chaise, une table. Et avant même de parler un peu d'argent, je pense que créer, c'est d'abord un homme. À l'époque, on disait surtout un homme, un projet et l'envie de démarrer. Et je pense que quelle année le démarrage du coup? 1905. 1905. Il épouse donc sa femme, Marguerite, ton arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, Marguerite Lestienne. Elle s'appelait Marguerite Lestienne. Et en 1900. En 1905, ils ont déjà au moins 3 ou 4 enfants, parce qu'à l'époque, on y allait vite. Et donc, il démarre en 1905 sa filature. Et la troisième chose formidable qu'il fait, c'est passer les 2 guerres. Parce que le Nord a été fort abîmé par la Première Guerre. Et d'ailleurs, il reconstruit son usine avec les dommages de guerre. Sans doute, alors ça nous concerne pas, mais c'est juste une réflexion, sans doute trop important. La France a
a sans doute exigé de l'Allemagne beaucoup. Ce qui a généré la guerre suivante. Et ça a sans doute généré la guerre suivante. Oui, c'est un des éléments, c'est pas ça qui a généré. Oui. Si Monsieur Hitler n'était pas là, peut-être que la guerre aurait pas été comme ça, mais en donc, tout cas, il a eu des moyens pour reconstruire. Il a eu des moyens pour reconstruire. Et la deuxième guerre, c'est le déplacement d'une grande partie de la famille qui était déjà nombreuse, parce que les enfants de ces 11 enfants, ils étaient déjà nombreux. Et mon grand-père en particulier, parce que lui, il y en a eu 13, donc il est resté dans la tradition. Et donc, moi, du côté Mullier, j'ai 60 cousins germains. Et du côté Vandenberg, du côté de ma mère, j'en ai aussi 60, parce qu'ils étaient 12. Alors, ça veut pas dire que toutes les familles étaient comme ça, mais mon père épouse une Tourquenoise de 12 enfants. Et Roubaix-Tourcoing, c'était pas des villes amies à l'époque. Parce que il y en a une qui était au fil à tricoter, l'autre qui était au coton. Le coton. Et donc, c'était pas, je vais pas parler de mes alliances, faut pas exagérer, mais, et mon grand-père Vandenberg, de l'autre côté, il était aussi filateur. Donc, c'était pas un mariage de raison comme ça existait à la génération d'avant, mais bien un mariage d'amour et d'affection entre mon père et ma mère. Et alors, comment ça a passé à la génération suivante? Alors, de ton arrière-grand-père à la mon arrière-grand-père, donc, comme je l'ai dit, a eu 11 enfants. Dans ces 11 enfants, il y avait 7 fils, 4 filles. 4 filles bien logiquement, dont une religieuse, ça se faisait beaucoup à cette époque-là, et 7 garçons bien logiquement aussi, dont un curé. Et donc pour faire simple, les filles sont, comme il était d'usage à l'époque, dédommagées avec ces fameuses dots, et les garçons, comme il était d'usage à l'époque, arrivent avec les dots de leurs femmes. Et dont d'ailleurs une histoire un peu particulière, qui est mon grand-père qui épouse une jeune femme Cavrois, et Gérard Mullier, que nous appelons Gérard Mullier père, c'est-à-dire le frère le père de mon grand-père, le père du Gérard Mullier actuel, oui, qui épouse une sœur de ce monsieur Cavrois. Pas sûr que le mariage de mon grand-père soit un vrai mariage d'amour, mais c'est sûr que l'autre, parce qu'ils se découvrent au mariage de l'aîné. Donc, et donc les deux sœurs ramènent la même dot. Et donc le poids capitalistique de ces deux branches de famille est toujours identique, on va dire une centaine d'années après, parce qu'ils ont dû se marier. Mon grand-père, il est né en 1905, donc il a dû se marier en 26, 27, quelque chose comme ça. Donc 100 ans après, ce poids capitalistique est toujours identique de chaque côté. Mais ils ont continué l'aventure avec la même entreprise textile, où ils ont essaimé, ils en ont créé d'autres? Alors, ils sont restés sur cette... Donc l'arrière-grand-père, qui décède quelques temps après la guerre, parce qu'il décède en 51 ou 52, et sa femme aussi en 51, 52, je sais plus quel était le premier à décéder des deux. Et donc l'histoire, elle est vraiment l'histoire des 7 fils. Dans les 7 fils, il y en a 3 qui étaient pas dans les affaires. L'un parce que malheureusement au service militaire, il a appris à boire. L'autre parce qu'il a été un peu malade d'une maladie qu'on retrouve assez souvent dans notre famille, qui est qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité. Et le troisième qui était prêtre. Et donc il y en avait que 4. Vraiment qui étaient dans les affaires. Donc mon grand-père, qu'on appelle l'industriel, qui était très très tourné vers les usines. Son frère qui avait pris la suite, son frère Gérard qui avait pris la suite de son propre père chez Fildar, parce que les fils de Louis Mullier est devenu Fildar, je le raconterai après en quelques mots. Et mon grand-père, pour l'anecdote, quand il avait 20 ans, c'est-à-dire en 1925, parce que je crois qu'il est né en 1905, un cousin, un oncle à la mode de Bretagne, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un peu lointain, vient voir mon arrière-grand-père et lui dit « J'ai de l'argent, t'as des fils. Donc, donne-moi ton fils aîné, je mettrai de l'argent et on montera une autre filature. » Donne-moi ton fils, c'était un peu violent. Donne-moi ton... Enfin, il n'a pas dû le dire comme ça, mais... Et en contrepartie de ton fils, vous aurez 50% du capital. Donc c'est un vrai apport en industrie. D'accord. D'une seule personne. Donc c'est des choses qui se faisaient à l'époque. Et donc on a été associés avec cette famille, tout le monde, de 1925, je crois, jusqu'en 1990, date à laquelle on a revendu nos parts. Revendu, ça veut dire mis de l'argent pour laisser
l'entreprise et pouvoir récupérer une de ses filiales de l'époque qui s'appelait Saint-Maclou. Saint-Maclou, c'était une filiale de retail, enfin commerce, de cette branche entrepreneuriale-là. Ok, donc c'est Fil d'Art finalement l'origine de toute l'histoire. Enfin, alors, c'était avant, ça s'appelait pas comme ça. Alors Fil d'Art, donc je vais revenir aux 4 fils parce que c'est intéressant de les situer. Mon grand-père l'aîné, qu'on appelait chez nous l'industriel. Son frère Gérard qui avait repris, parce que l'aîné n'était plus là, vu qu'il était occupé à autre chose, qui avait repris l'entreprise de son père, les fils de Lumelier. Et en 1945, juste après-guerre, il y en a un peu assez de fabriquer des écheveaux de fils. Écheveaux, c'est une espèce un grand paquet de fils, une sortie de la filature, pour que d'autres le mettent en plot et les revendent. Et donc il s'est dit, peut-être que je peux aller un peu plus loin dans l'intégration de notre métier, donc je vais ouvrir une usine de plotage. Bah oui. C'est pas tout à fait l'expression utilisée pour ça, mais le plotage, c'est fabriquer des plots. Oui, oui. Et avec cette usine de plotage, et puis en 1945, à Poitiers, je sais pas pourquoi à Poitiers, mais à Poitiers, il ouvre un premier magasin au Fil d'Art. AUFILD'Art à Poitiers, donc un premier magasin. Un magasin en propre. Alors celui-là sans doute en propre, mais la plupart des magasins suivants, des 4000 magasins Fil d'Art, auront été des magasins en franchise. En franchise, c'était un modèle un peu innovant. Modèle très innovant à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent pour ouvrir en propre. Oui. Donc, parce que notre histoire, notre prospérité, elle arrive vraiment dans les années, j'ai envie de dire 80. Je l'expliquerai tout à l'heure. Ah bah, peut-être c'est le moment, non? À quel moment? Non, t'as d'autres choses alors, à dire sur l'histoire. Non, parce que je raconte l'histoire des 4 fils. Oui. Donc, il y en a un qui est l'industriel, c'est mon grand-père, filature de coton. Il y en a un qui est dans la lignée de la filature de laine avec le démarrage de Fil d'Art. Il y en a un qui est plus créatif, plus imaginatif et qui lui va ouvrir une usine en Belgique de l'autre côté de la frontière. Alors, c'est intéressant de se rendre compte qu'à cette époque-là, alors qu'on est à 20 km de la Belgique, ici, eh bien, on ouvre en Belgique parce que les droits de douane étaient tellement importants sur les passages de marchandises entre les pays, d'ailleurs, dans un sens et dans l'autre, que pour vendre en Belgique, il faut produire en Belgique. Ouais. Et le quatrième, qui est plus le coordinateur, le financier, et le prédécesseur d'André Mullier que tu as connu, pour mettre en forme, organiser, structurer. Et on peut considérer qu'il aurait pu avoir le titre de secrétaire général aujourd'hui, dans un modèle que tout le monde comprend. Oui, d'accord. Donc secrétaire général. Et donc 1945, démarrage donc de cette fameuse des magasins Fil d'Art, avec une évolution extrêmement forte. Mon père était lui, il travaillait chez Fil d'Art, il était cadre chez Fil d'Art en charge des pays européens de Fil d'Art. Donc il était en charge de la France, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, je crois, de la Hollande, de la Belgique, parce qu'on avait ouvert des magasins. Oui, c'était déjà un pied dans la distribution en fait. C'est le premier pied. C'est le premier pied dans la distribution. C'est pour ça que c'est pas Auchan. C'est pas Auchan. C'est Fil d'Art qui cumulait le premier les pied. deux métiers. Donc si maintenant on passe à l'histoire plus récente. Donc Gérard Mullier père, comme on l'appelle, a 6 enfants, donc petite famille, contrairement à mon grand-père qui en a eu 13. Donc chez nous 6, c'était assez normal. Et enfin assez habituel. Aujourd'hui 6, c'est une très très grande famille, mais à l'époque c'était assez habituel. Ton grand-père décède en 1951. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors c'est pas mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Alors il décède en 1951. À l'époque, les successions étaient pas obligatoires. Il y avait pas d'impôt à payer, il y avait rien de tout ça. Donc en 1955, ce qui est un moment très fondateur dans notre famille, en 1955, ces fameux 4 frères et un certain nombre de neveux dont mon père était le plus jeune. Comme ça, j'ai bien connu l'histoire par mon père. Mon père avait 26 ans en 1955. Ils se réunissent en Belgique parce que c'est souvent comme ça chez nous, c'est villégiature. La côte française touristique n'existait pas. La côte belge touristique existait déjà avec Ostende, avec Newport, avec De Panne, enfin. Et donc ils se réunissent en Belgique.
pour organiser la succession. À l'époque, là je vais faire un peu rapide, mais il y avait la fameuse filature d'origine, il y avait une teinturerie, il y avait la première filature, la vraie première, c'était une retorderie. Prendre de la laine brute et la transformer en grosses mèches de fil, et puis après il y a le passage à la filature, la teinturerie et donc il y avait ça, et on avait une usine, une petite usine de machines à tricoter, les machines à tricoter qui faisaient à l'époque 1 mètre de large, avec 4 grands pieds sur lesquels on voyait les femmes qui tricotaient. Il y avait une petite usine de chaussettes, il y avait une usine en Belgique, j'en ai parlé, et donc ils se disent qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et à l'époque, c'est ça qui est important pour nous, on était 2200 collaborateurs. Donc on était tout petits, on parlait de la ligne de Roubaix qui existait, qui avait 20 000 collaboratrices, c'était surtout des femmes chez eux. Donc on est toutes, et ça a été pas neutre dans le fait du choix qu'ils vont faire. Et donc au lieu de faire ce qui aurait dû être fait normalement et habituellement, c'est-à-dire séparer, chacun prend une usine et puis chacun amène sa marque, et ben ils ont la décision surprenante pour 10 ans de rester ensemble avec une expression qui s'appelle tous dans tout. Oui. Alors c'est tous dans tout dans le capital. C'est pas tous dans tout dans l'entrepreneuriat, parce que entrepreneurialement parlant, c'est chacun chez soi et Dieu pour tous. Oui, d'accord. Et donc, il y a 2 mots de l'époque qui sont très forts, c'est la solidarité et l'union fait la force. Solidarité, à l'époque, c'était pas solidarité vers les entreprises, c'était solidarité vers les autres frères. Donc, les deux qui étaient pas en bonne santé, et le prêtre qui d'ailleurs quittera les ordres un peu plus tard, et qui fera 5 enfants. Donc, il aura été 30 ans prêtre, il vient de décéder lui d'ailleurs, et donc il a sur le tard, après 50 ans, fait 5 enfants. Enfin, adopté un enfant et fait 4 enfants. Donc c'est ça l'origine du tous dans tout qui fonctionne encore aujourd'hui. Et le tous dans tout, qui était prévu pour 10 ans, n'a jamais été remis en cause. Donc moi aujourd'hui, je suis un tout petit actionnaire, 0, et des poussières, mais de Auchan, de Leroy Merlin, de Decathlon, de toutes les entreprises de l'association familiale, c'est ça. Dans le modèle des fameuses. Donc je suis actionnaire des 3 sociétés en commandite par action, et en tant qu'actionnaire de 3 sociétés en commandite par action, je suis actionnaire de tout. Oui, c'est ça. Donc et aujourd'hui, toute notre organisation capitalistique, économique, elle est comme ça. Et ça reste chacun chez soi, et c'est ça l'origine. Les 4 frères sont chacun responsable de leurs usines. Ce principe, il a été remis en question parfois, même s'il est toujours valide. Ça a été difficile à faire vivre. Il y a eu une époque un peu tendue en 89-90. Alors moi j'étais bien jeune, mais en 89 avec un certain nombre de cousins, ce sera un peu long de le raconter, mais on a revendiqué le droit d'exister, nous les jeunes. En 89, j'avais 35 ans, et en assemblée générale, une fois, on a dit, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas et comptez sur nous. Enfin, ne nous oubliez pas, c'était gentil, mais comptez sur nous, c'était un peu plus vigoureux. Parce qu'il y avait un projet de vendre à ce moment-là? Non. Alors, il y avait des tensions entre certaines branches, comme on disait à l'époque. Et d'ailleurs, à la suite de quoi, il n'y a plus d'actionnariat par branche. Il y a eu des actionnariats individuel. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de vote par branche. C'est chacun vote parce que, je vous le raconterai tout à l'heure. Tu penses que c'est important? Ah, très important. Très important. Très important. Et chez nous, la liberté est un élément extrêmement important. Et un de mes oncles disait, André Mullier que tu connais, il disait, laissez la porte de la cage ouverte et mettez-y du grain. Et quand la porte de la cage est ouverte pour les oiseaux, eh bien, ils reviennent dans la cage parce qu'il y a du grain. C'est ça. Et donc, vous voyez bien l'image. Mettez-y du grain, ça veut dire qu'il y a une prospérité économique. Et beaucoup de familles se déchirent quand il n'y a plus la prospérité économique. Donc, une grande mission de l'entrepreneur, bon, il y a d'autres éléments, mais c'est la prospérité économique. Ok. Alors Thierry, toi, tu es devenu un jour le président de l'association familiale Mullier. Ça s'est fait comment ? Si tu veux bien me raconter ton parcours. Alors j'aime pas beaucoup parler de moi, mais allez, tu vas y aller quand même. Hein. C'est le principe dans le podcast. Et hier soir, j'étais à une soirée d'épiphanie à la paroisse, et mon voisin, il me dit, Thierry, mais tu t'appelles comment? Je dis, moi, avec un Z. Et ma femme a dit, allez, dis quand même qui tu es, quoi. Parce que ça te gêne parfois? Ça me gêne pas, mais je suis pas. Non, ça me gêne pas du tout, mais ça a un impact. C'est pas. Je veux rester Thierry plutôt
que par rapport à mon nom de famille. Je comprends. Donc moi, rien ne me prédisposait à faire ce que je fais dans ma carrière, sauf deux choses. Un réel optimisme naturel et l'envie d'emmener avec moi. Et quand j'étais tout petit, on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je répondais je veux être chef. Et c'est pas être chef pour moi, c'est être chef pour les autres. C'est-à-dire emmener avec moi. Et donc toute ma vie, j'ai emmené avec moi des toutes petites équipes, des moyennes équipes, des grandes équipes. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que dans le modèle militaire, un caporal et ses 7 hommes. Je défie quiconque d'animer plus qu'une dizaine de personnes. Et donc, toute ma vie, j'ai animé maximum 10 personnes. Ah oui. Alors, quelquefois, dépendant des 10 personnes, il pouvait y en avoir beaucoup. Quelques centaines de milliers quand j'étais président de la famille. Mais moi, j'ai toujours animé que 10 personnes. Donc, mon histoire très, très brève. Moi, je n'aimais pas les corps. Je n'aimais pas l'école, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup l'engagement déjà, et donc je mets un certain temps pour finir ma scolarité parce que je vais répéter 3 fois, c'est-à-dire je répète dans les classes de l'époque, comme on les appelait, la 7e, la 5e et la terminale. Ah oui, 4 fois, carrément. Donc voilà. Ah oui. Et je termine d'ailleurs ma seconde terminale sans même avoir mon bac. Donc j'ai toujours pas, et le bac je le décrocherai au service militaire. Donc rien ne me prédisposait. Je n'aimais pas l'étude. Je n'aime toujours pas l'étude. Et du coup, t'étais malheureux pendant l'école? Non, même pas. parce qu'on était 7 chez moi et donc mes parents ne me mettaient aucune pression. Ah oui. Et non, je faisais du sport comme je l'ai dit, j'étais engagé. Enfin, j'avais une vie qu'on qualifierait de sociale aujourd'hui bonne. J'avais des amis et ça me dérangeait pas de les retrouver dans des classes plus lointaines. D'ailleurs, Ah oui. ma femme, je l'ai connue à l'école, elle a terminé sa scolarité avant moi et ça m'a pas dérangé. À la sortie de mon service militaire. Je voulais travailler. D'abord, je connaissais ma femme depuis un certain temps, même si je n'avais que à 20 ans. Ça faisait 3 ans que je la connaissais, et donc je voulais travailler. Donc, j'ai cherché du travail dans notre environnement familial, parce que assez naturellement. Et donc j'ai commencé ma carrière comme on appelait ça responsable de la laverie du flunch de Maubeuge. Donc j'avais à l'époque deux femmes collaboratrices et qui m'ont tout appris en matière de management et qui avaient un comportement extrêmement gentil avec moi et vous savez, une femme de 40 ans et un gamin de 20 ans que j'avais, eh bien elles m'ont formé à ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ouais. Et elle avait la tranquillité de m'en parler. D'abord parce que je me laissais moi faire. Je me suis toujours laissé faire par des collaborateurs qui me disaient tu devrais, ou là t'as pas été bon, ou là tu pourrais être meilleur, etc. Je trouve que il faut savoir profiter de ses collaborateurs pour grandir. Et pour ça, il faut leur tendre la main, il faut leur dire, leur donner la parole. Ça. Ouais. Moi, un jour, j'ai eu un grand directeur général dont j'étais le président qui me dit, Thierry, est-ce que je peux te dire ce que j'ai envie de te dire? Mais je lui dis, Francis, il s'appelait Francis, bien sûr. Mais il me dit, tel jour, à tel moment, quand tu as fait une intervention, t'as pas été bon. Alors j'ai dit, ah bon, t'as pas été... il me dit oui. D'habitude, tu préparais, et là, j'ai bien senti que t'avais pas préparé. Et je trouve que c'est un cadeau extraordinaire. Qu'il faut laisser faire. Bien sûr, bien sûr. Et donc pas mettre parce que une fois vous dites non, 2 fois vous dites non, la 3e fois il dit plus rien. Il l'a fait parce qu'il était courageux et puisqu'il savait que tu allais le recevoir. Absolument. Ah, super. Donc ça c'est le début de ma carrière. Alors, j'ai eu de la chance, mais je crois que la chance c'est quelque chose qui passe à peu près à côté de tout le monde. Et il y a des gens qui la voient, la chance. Et il y a des gens qui la voient et qui la saisissent. Bon, pour la saisir, il faut d'abord la voir. Mais je pense que de la chance, il y en a pour tout le monde. Et il y a des histoires extraordinaires dans le monde de gens qui ont su fabriquer leur propre chance ou qui ont su saisir la propre chance. Une idée. Jack Ma, Alibaba, si il crée Alibaba, c'est parce que quand il aidait des gens dans les hôtels parce qu'il voulait apprendre l'anglais, il tombe sur 2 Australiens et que les 2 Australiens, ils lui prennent en sympathie et qui lui payent des études à hauteur de $20 000 à l'époque. J'ai lu ça dans son bouquin. Et que pour le fin d'études, il lui paye un voyage aux États-Unis. Il va aux États-Unis, il parle anglais et puis il découvre Internet. Il découvre Amazon.
Et c'est parce qu'il découvre Amazon qu'il rentre en Chine et qu'il dit je vais faire Amazon. Mais comme il n'y a pas d'argent, il fait pas Amazon Retail, il fait Amazon Place de Marché, enfin, etc., etc. Donc ce petit gars de rien du tout, qui d'ailleurs, quand je dis petit, il doit faire 1m62 ou 60, il est tout petit. Il a c'est ça. Et ben il a créé sa chance. Et il a fait sa chance. S'il n'a pas eu envie d'apprendre l'anglais en aidant les touristes à visiter sa ville, eh ben, l'histoire n'aurait pas existé. Donc, c'est ça que je veux dire par la chance. Et donc, quand j'ai 23 ans, il y a un monsieur qui a 23 ans de plus que moi, donc 46, qui s'appelle Gérard Mullier, le fameux Gérard Mullier d'aujourd'hui, d'Auchan. Que je connaissais pas parce que c'est un cousin germain de mon père, vous avez compris qu'il y en avait beaucoup. Donc je le connaissais pas, qui me fait venir et qui me propose de créer une chaîne de restauration service à table au prix de la cafétéria. Flunch existait déjà, Flunch a été créé en 71 et là on est en 75 et donc ou non 75 c'est quand j'ai commencé chez Flunch en fin 76 et donc après il me raconte que et c'est intéressant, et pourquoi il me propose ça, j'ai 23 ans, c'est incroyable, invraisemblable. Tu l'as su pourquoi il te l'avait proposé? Et donc il me propose ça parce que il savait que j'avais de l'énergie. Il savait que j'étais aussi mauvais que lui à l'école, et quelque part c'était un bon critère. Ça crée des liens. Et ça crée des liens. De compréhension. Et il savait que j'étais un engagé, et donc il me propose ça. Et pourquoi je saisis ma chance? Que tout le monde me dit n'y va pas. Ne commence pas à être entrepreneur à 23 ans. On est dans les années 77, 78. Hein. Et moi je me dis, si quelqu'un me fait confiance, à moi de mériter cette confiance. Non pas je vaux la confiance, mais à moi de mériter cette confiance. Et donc je démarre en donc 78 mise au point du concept, et 79 j'ouvre mon premier restaurant, et donc il se passe une belle histoire de 79 à 90. Et donc ça c'est mon histoire. Et en 90 je quitte. Alors vous allez me dire pourquoi tu quittes? Ben je quitte parce que les 2 dernières années j'avais eu un président. Chez nous, je parlerai aussi en matière de gouvernance, de ce qu'on appelle chez nous la dualité. J'avais un président qui me convenait pas. Et quand on a un patron, et ça c'est un message pour tout un chacun, quand on a un patron qui vous convient pas, il y a que 2 solutions. Soit vous arrivez à faire changer le patron, soit dans sa personnalité de ce qui vous convient pas, soit changer pour qu'il s'en aille. Ben soit vous en allez. Partir. Donc c'est j'ai essayé la première formule et j'ai pas abouti, donc je suis parti. Et je suis parti à l'époque j'avais 36 ans, donc on est en 90, en Espagne, le Grand International. Je dis le Grand International parce que en 90 nos entreprises familiales, c'était à mon avis une dizaine de magasins en Espagne, Auchan. Et c'était un magasin en Italie. Et c'était un Leroy Merlin en Espagne et un Decathlon en Espagne, et c'est tout. Donc tout l'environnement familial, donc tout ce qu'on imagine aujourd'hui de l'international, enfin Decathlon, Leroy Merlin, etc. Ça commence en 90. Et donc moi je pars chez Auchan en 90 en Espagne. Je parle Alcampo, qui veut dire Auchan en espagnol, et j'apprends l'espagnol. Et donc je recommence la carrière à la base, parce qu'il faut toujours connaître les métiers à la base. Si on connaît pas les métiers à la base, souvent on se trompe et on n'est pas légitime. Et d'ailleurs, un petit message, et la différence entre le pouvoir et l'autorité, elle est simple, et je le répète souvent aux gens: le pouvoir se reçoit du haut, l'autorité se reçoit du bas. Et donc on a l'autorité quand on est légitime. Et donc je recommence, et pendant 2 ans je suis chef de rayon, chef de secteur. Après, pendant 2 ans je suis directeur adjoint d'un grand magasin. Et après, pendant 2 ans je suis directeur d'un magasin. Et puis après, pendant 2 ans je suis patron de la centrale d'achat. Alors c'est une carrière un peu rapide, mais comme dirait l'autre, je le valais bien à l'époque, je crois. Donc s'ils m'ont fait confiance de cette nature, c'était pas. Et en Espagne, je peux vous dire que je m'appelais pas Muliez, je m'appelais Thierry, parce qu'il y a pas de famille, il y avait pas du tout de familiaux là-bas, donc la famille ne voulait rien dire. Donc voilà. Et après, il faut que je fasse un flashback quand même sur le démarrage quand même. Donc en 1961, j'avais 7 ans.
Gérard Mullier qui s'ennuyait avec un de ses oncles. Les fils étaient jamais mis sous la responsabilité des pères. Ah oui. Ils étaient toujours en croisement. Ah oui. Et si mon père était chez Fildar, c'est parce que mon père était le fils de l'industriel. Avec Fildar, c'était un de ses frères. Donc mon père était sous un de ses frères. Et donc Gérard Mullier, il était sous le créatif, donc peut-être pro-créatif. Et donc ça se passe pas bien, il est pas heureux. Et donc il va voir son père et il lui dit je suis pas heureux. Enfin, il dit pas je pars à l'époque, mais il dit je suis pas heureux. Et donc son père qui avait été aux États-Unis écouter Monsieur Trujillo, qui était de la National Cash Register NCR à l'époque, et pour la National Cash Register de production de caisses enregistreuses, promouvait à l'époque le libre service et donc le paiement en caisse. Et donc l'origine de la distribution, ça vient des caisses. Des caisses. Ah oui. Et donc je suis capable de payer, etc. Et donc son père lui dit va voir aux États-Unis, c'est intéressant. Enfin, je vous le fais très court. Et puis il revient en France et il ouvre un premier magasin Auchan dans le quartier des Hauts-Champs. Alors dans le Nord, les Hauts-Champs, ils devaient au moins avoir 13 ou 14 mètres d'altitude, parce que le Nord, on sait bien, c'est le plat pays. Et donc il ouvre là un premier magasin de 600 mètres carrés qui va agrandir sur la fin à 1200 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on dirait un supermarché. Oui. On n'est pas du tout dans les hypermarchés. Le premier hypermarché qu'il va ouvrir, c'est seulement en 1967. Anecdote intéressante, les premières années, ce supermarché n'est pas rentable et son père un jour le reçoit et lui dit mon fils, soit tu es mauvais, soit le métier est mauvais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il lui dit je te donne 4 ans pour réussir. Et il lui dit pas je te donne 3 mois pour réussir. Non mais en création. Et donc après, ils mettent au point les bonnes idées du low cost et donc du low price et donc des prix moins chers, significativement moins chers et qui créent l'attractivité des clients. Mais Gérard Mullier, il est allé s'inspirer de ce que faisaient d'autres déjà en France, non? Alors, dans ces années-là, après avoir ouvert, il va rencontrer Édouard Leclerc à Landerneau et il va rencontrer, j'ai oublié son prénom, Monsieur Fournier, un des 3 fondateurs de Carrefour. Édouard Leclerc lui dit amène tes factures. Donc il vient avec ses factures, il regarde ses factures et il lui dit t'as des beaux yeux bleus, mais tu te fais rouler par tes fournisseurs. Anecdote, hein. Oui. Et Monsieur Fournier, dont j'ai oublié le prénom, lui dit à l'époque quand on construisait, il n'y a pas d'informatique, il n'y avait rien, donc il y avait sur le mur de la baraque de chantier des plans. Le plan d'électricité, le plan de plomberie, le plan menuiserie, etc. Et chaque corps de métier qui avait besoin, le menuisier d'avoir les plans de plomberie pour, il prenait un plan de plomberie et comme ça, il pouvait travailler sa menuiserie en fonction de la plomberie. Et puis, il lui dit, ce monsieur Fournier, il lui dit, allez Mullier, parce qu'il s'appelait comme ça à l'époque, Mullier, allez, prends un plan de chaque. Et donc, il repart avec les plans du magasin. Les plans du magasin Carrefour, qui l'ont beaucoup aidé à créer le premier hypermarché, vrai hypermarché, dans la banlieue, à Ronc, au bord de la frontière belge. Et c'est pas neutre, je sais pas s'il a fait exprès, mais au bord de la frontière belge, aujourd'hui, dans ce magasin, il y a toujours 30% du chiffre d'affaires qui est fait avec des Belges. Donc c'était vraiment une belle affaire. Et donc cette ouverture-là est un très grand succès et de nombreux autres magasins suivront. D'abord dans la région ici, et puis après un peu plus loin en France, et jusque donc on est en 67, les premiers départs. 67, le premier départ en Espagne c'est 81. Donc premier magasin espagnol c'est à Saragosse en 1981. Donc vous voyez 70, 80, 14 ans après. Bon, c'était déjà audacieux de partir là-bas, mais c'était l'époque extraordinaire du développement des hypermarchés. Il y en a eu au moins 30 enseignes, les records, les mammouths qu'on a rachetés après, les rallyes, enfin il y en a eu une quantité extraordinaire jusqu'à ce que ça se concentre et ça c'est en train de continuer à se concentrer avec probablement la disparition de Casino. Gérard a fait des émules au sein de la famille. Alors Gérard fait des émules. Alors c'est pas vraiment des émules parce que il y a des choses qui se créent à peu près en même temps. Donc 67, on peut dire le premier hypermarché. 71 Flunch.
71 Pimki, je crois 63, si je me trompe pas, Saint-Maclou déjà. Donc, alors 61, 63, et donc il y a eu et dans la chance du grand nombre. Nous, on dit toujours notre chance familiale, c'est notre grand nombre. Parce que dans le grand nombre, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de compétences. Et donc on trouve toujours des gens de qualité et qui pour faire des choses. Donc voilà. Et donc alors si je fais un petit arrêt sur Gérard Mullier, dans notre famille, on est plutôt des bons copieurs que des bons inventeurs. Ah oui. Bon, Auchan, on a compris que c'était un peu la copie de Leclerc et Carrefour. Leroy Merlin, c'est un peu la copie de Castorama, Boulanger, la copie de Darty. Il y a peut-être que Pimki qui invente la marque propre. C'est un des premiers magasins où en prêt-à-porter, on fait fabriquer pour soi. Donc 71, c'est la même époque que Zara invente en Espagne, que H&M invente dans un pays nordique, je sais plus lequel, que Primark invente en Irlande, tous ces métiers de la marque propre, c'est-à-dire où on n'achète pas des marques pour les vendre en multimarques, mais il y a ça aussi, hein, des multimarques, mais on achète pour vendre ses propres produits fabriqués. Donc Michel Leclerc avec Decathlon, je vais pas dire que c'est une copie de Pimki, mais c'est aussi très fort et très vite la marque propre. Ah, oui, hein, donc et dans la famille, il y a plein d'idées qui tournent, et donc on profite de l'intelligence des autres pour éventuellement... Et aujourd'hui, on crée encore dans la famille ? Alors aujourd'hui, on crée toujours et beaucoup dans la famille, mais je vais revenir, je répondrai à cette question après. Ce que je veux dire, c'est que au-delà d'être copieur, on est des très bons copieurs. Et on est des très bons copieurs parce que si je devais qualifier notre regard entrepreneurial d'aujourd'hui, j'utiliserais deux mots, deux phrases. Le premier concept, c'est que ce sont les femmes et les hommes qui sont premiers. Et quand on dit femmes et hommes, on dit collaborateurs d'abord. Hein, et d'ailleurs, la baseline de la famille aujourd'hui, c'est creating for people. Ça veut dire, on dit pas creating for money ou creating for us, c'est creating for people. Et dans le for people, il y a d'abord les collaborateurs, puis les clients. Et moi, je dis bien, puis les clients. Moi, le client est roi. C'est un concept qui me va pas bien. Pour moi, le collaborateur est roi, et c'est le collaborateur qui rend le client roi. C'est ça. Donc, il y a un ordre. Donc, la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est le temps long. Le temps long, ça veut dire, on a le temps. Parce que on est un capital familial, et parce que, et donc, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se casser la figure et de se relever, et on a le droit de temps long. Et d'ailleurs, il y a une jolie phrase aussi qui dit que chez nous, quand on arrête une entreprise ou quand on la transmet, et on la vend pas, on la transmet, c'est parce que nous ne sommes plus le bon parent pour cette entreprise. Quand on la transmet, c'est que normalement ça va plus très bien. Et donc à force d'avoir essayé et de réessayer, on transmet à quelqu'un d'autre. On vient de transmettre Pimki avec une forte somme d'argent pour espérer que d'autres soient capables de ce qu'on ne sait plus faire. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Et l'autre chose, donc je disais qu'on est des bons copieurs. En fait, ce que l'on doit à Gérard Mullier, alors on lui doit énormément de choses. Il a été un entrepreneur extraordinaire. Mais moi, je lui reconnais, enfin, je reconnais plein de choses, mais je lui reconnais comme chose vraiment remarquable, c'est le concept du centre commercial. Donc, au tout début, à Ronc, il y a un magasin. Très vite, dans la galerie, très vite, il fait une galerie. Oui, c'est ça, il pense à faire très vite, il fait une galerie. Mais déjà à Roubaix-Motte, comme on l'appelle, à Roubaix, dans le quartier des Auchan, il y avait une toute petite galerie, il y avait quelques petites boutiques, il y avait un coiffeur, il y avait... et sur l'extérieur du magasin, je me rappelle, j'étais gamin, c'était pas à l'intérieur, donc il y avait le magasin, puis quand vous sortiez, vous aviez... Il y avait une pompe à essence, avec une pompe et un monsieur qui mettait l'essence, servait, et quelques magasins le long. Et donc, à Ronc, il fait une galerie marchande. Et assez vite, il se rend compte que
comme il achetait des grands terrains, il était aussi visionnaire là-dessus, comme il achetait des grands terrains, il a invité, par exemple, un de nos voisins entrepreneurs ici, qui s'appelle Castorama, qui est de Cisoing, donc pas très loin de chez nous. Et donc, dans les premiers centres Auchan, il y a très vite eu un Castorama. Ah oui. Très vite, il y a aussi accueilli Novotel, qui était aussi un voisin. Paul Dubois, il est aussi de Roubaix. Donc, le fondateur du groupe Accor était aussi de Roubaix. Et donc, très vite, on met un Novotel sur les parkings. Et puis, quand il se rend compte que c'est très attractif, on attire les clients, très vite, il fait venir Darty. Qui existait à l'époque. Et puis dans l'histoire, avant que Internet n'existe, il n'était pas rare sur un centre commercial d'avoir Darty, d'avoir Boulanger, d'avoir But, d'avoir Conforama et d'avoir Auchan. C'est-à-dire 5 enseignes qui vendaient des machines à laver. Parce que la concurrence crée de l'attractivité. C'est pas je veux surtout être tout seul à vendre ma machine à laver. Oui. Et donc il a le génie de se rendre compte. Penser grand. Grand, mais surtout que la concurrence est attractive. Donc c'est ça. Et si on met des restaurants Flunch en 71, donc 67, 71, c'est 4 ans après le démarrage, c'est pour que les clients viennent et puissent rester. Et donc je lui reconnais, moi, enfin je lui reconnais plein de choses, mais en particulier les grands centres commerciaux, avec la capacité de faire des plans directeurs de la zone, comme on dit, plans directeurs de la zone, c'est-à-dire on pense à 20 ans, que j'ai dit le temps long tout à l'heure, on pense à 20 ans, et on fait des autoroutes au milieu de rien. Et puis, de chaque côté de l'autoroute, va y avoir, malheureusement, les cubes, les fameux cubes qui sont pas très jolis, mais avec un tas de commerces, et ça a été fort recopié par d'autres gens. Et alors, je sais pas si tu veux en dire plus sur les entreprises. Je disais tout à l'heure en introduction qu'il y en a autant que de grains de sable dans la mer, parce que je crois que toi-même, tu sais pas très bien dire combien vous avez de... Alors, notre modestie naturelle réfute complètement cette phrase. Il n'y a pas autant d'entreprises que de grains de sable dans la mer, Dieu soit loué. Enfin, oui, je dis bien Dieu soit loué. C'est une image. En fait, aujourd'hui, on a sept grands pôles d'activité. Pour ce qui en reste, le premier, c'est bien sûr l'alimentaire avec Auchan. Le second, c'est Leroy Merlin avec le bricolage. Oui. Le troisième, c'est le sport avec Decathlon. C'est une liste qui me vient à l'esprit. C'est pas une question de taille. Le quatrième, c'est l'électrodomestique avec Boulanger et Electrodépôt que j'ai présidé pendant 20 ans. Tu le disais tout à l'heure. Le quatrième, le cinquième, c'est le textile. Alors, dans le textile, on a eu beaucoup d'enseignes. On a eu Pimki dont qu'on vient de transmettre. On a eu Orsay en Allemagne et dans les pays de l'Est qui malheureusement a déposé de bilan pendant le Covid parce que les Allemands ont beaucoup moins aidé les entreprises que ça a été en France. Donc l'entreprise n'a pas tenu pendant ça. On a eu Jules et Brice qui se sont remariés récemment. On a une création qui s'appelle Bisbee, qui est les jeunes filles, jeunes garçons en textile aussi. On a Rouge-Gorge qui est le deuxième français en sous-vêtements derrière Etam. On a Kiabi, le grand magasin de la famille créé par le frère de Gérard Mullier qui s'appelle Patrick, et Kiabi reste sur son concept. Donc c'est aussi un autre message fort, restons sur notre ADN. Et à chaque fois qu'on sort de notre ADN, on va mal. Et Kiabi est resté merveilleusement bien sur son ADN. Et je me rappelle parce que Patrick Mullier a créé Kiabi en 1979 quand moi je démarrais Pizza Pie. Et on était dans le même bureau. Avec quelqu'un d'autre qui créait d'ailleurs Mini-Père, le hard discount avant l'heure, sans doute un peu trop tôt. Et Kiabi, c'était déjà la mode à petit prix. Et Kiabi, une fois ou deux, est sorti de ce concept, la mode à petit prix. Et s'est pris les pieds dans le tapis. Ouais, alors je comprends l'idée. Et il est revenu à la mode à petit prix. Je comprends l'idée de rester sur son ADN, mais en même temps, il faut que le business model évolue avec le temps qui passe. Parce qu'on voit aussi que des entreprises qui ne se réinventent pas, elles peuvent finir par être mal et disparaître. Donc, entre l'ADN et le business model, qu'est-ce qu'on garde ? C'est tout à fait exact, mais l'ADN reste l'ADN. L'ADN de la famille, globalement. C'est ce que Gérard Père a dit à son fils quand elle a ouvert le premier magasin. Tu ouvres ce magasin pour améliorer la qualité de vie des ouvriers de Roubaix. La raison d'être.
la raison d'être fondamentale. Et aujourd'hui, toute la FM, tu ouvres ce magasin pour que les gens puissent accéder au sport, puissent accéder à l'électrodomestique, puissent accéder aux vêtements, puissent accéder à l'habitat, puissent accéder, etc., à la culture, etc. Donc, notre ADN, par exemple, quelqu'un un jour, un lord anglais m'a demandé, mais pourquoi n'êtes-vous pas dans le luxe? Et je lui ai répondu, on n'est pas dans le luxe parce que le luxe, c'est pas nous. Ça serait contraire à notre culture. Et ça remet aucunement en cause Bernard Arnault, qui a fait une histoire extraordinaire, encore une fois d'origine de Roubaix. Roubaix en plus. Encore une fois. Et son père était pas industriel textile, il était constructeur. Donc Ferré Savinel, c'était sans doute Monsieur Ferré, Madame Savinel, ou deux associés Ferré et Savinel. Et puis il y a eu Ferrinel les maisons. Et c'est ça l'origine de Bernard Arnault. Enfin, en tout cas, avec les premiers capitaux, la fameuse dot de chez nous, eh bien c'est son père qui lui a donné quelques millions de francs. Pour démarrer avec le rachat de... Est-ce que tu veux bien qu'on parle de ta présidence de la FM? Parce que là, on va rentrer un peu dans les sujets de la famille. En 1998, tu es donc élu par les membres de la famille ou par peut-être le conseil... Non, je suis bien élu par les membres de la famille. Pour être au conseil. Et alors donc, pour expliquer ce que ça... il faut d'abord comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc en 1961, la famille prend une décision extrêmement originale, c'est de garder les filles au capital. J'ai expliqué que la première génération, les filles étaient parties, et en 1961, se rendant compte que à 10 enfants qui font des enfants, parce qu'il y avait une religieuse qui a pas fait d'enfants, mais que les 11 passent à 10, ils ont fait 56 enfants, précisément. Et que dans ces 56 enfants, il y a une vingtaine de filles. Il y a plus de garçons que de filles, mais une vingtaine de filles. Et que si on veut dédommager les filles avec des dots comme ça se faisait à l'époque, il allait falloir distribuer ça allait beaucoup. Coûter bien cher. Et ça allait peser, pas coûter bien cher, mais ça allait peser fort sur la capacité du développement des entreprises. Et beaucoup d'entreprises textiles du Nord sont mortes de ça, d'ailleurs, de devoir traire la vache pour les filles. Pour faire sortir. Et pendant ce temps-là, on développait pas les affaires. Donc c'était pas que une décision de générosité éthique. C'était aussi très pratico-pratique. Et donc, gardant les filles au capital, comment on fait pour contrôler, entre guillemets, ce que font les fils? Et donc, ils inventent ce qu'on appelle le conseil central. Et le conseil central, c'est un conseil d'actionnaires, principalement de gendres, parce qu'on ne pouvait pas être compromis. Compromis, ça veut dire chez nous, et travailleurs, dedans. Et en conseil, en contrôle. Ce qui aura changé après, parce que moi, j'aurais été un compromis, je l'expliquerai après. Et donc, comme les gens sont les surveillants... Et pas les filles encore. Les filles, non, parce que c'est une époque où les femmes tricotent, où les femmes s'occupent de la maison, éduquent les grandes familles, etc. Les temps ont changé, heureusement. Oui, les temps ont bien changé, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Ma mère n'a jamais travaillé, elle a élevé ses 7 enfants, brillamment d'ailleurs. Et ma mère, elle a tricoté, elle a cuisiné, et chez nous, on avait une demi-femme de ménage, on avait une personne qui venait le matin, et c'est tout. Parce qu'on ne faisait pas partie de ces grandes familles du Nord qui avaient réussi avant. Et moi, toute ma jeunesse, c'était camping, et même pas dans un camping, parce que il fallait payer le camping. Et donc, c'était camping en montagne, où on passait avec grand plaisir notre temps à retourner les foins du fermier d'à côté. Et c'est des souvenirs extraordinaires. Et donc, il crée ce conseil. Et puis après, alors au début, c'est on les prend en fonction de leurs compétences. Et progressivement, le nombre s'agrandissant et le capital se répartissant, ils décident de mettre un système électif. Et donc, on décide du nombre de gens qui seront là et donc modèle électif. Et donc, c'est un titre, une voix. Et donc, ceux qui ont 1 million de titres, ils pèsent pour 1 million dans le choix du conseil, et ceux qui ont 10 titres, ils pèsent pour 10. Donc, ça se met en place dans les années 60-70, avec Francis Mullier et André Mullier, qui ont été tous les deux des grands fondateurs de l'organisation. Pas du commerce. Les concepteurs de l'organisation. Et donc, ce conseil central, à l'époque, c'est intéressant, il y avait 4 divisions, et le mot division est important. C'était donc pas 4
4 groupes, 4 ensembles, mais 4 divisions. Donc, des derrière-divisions, on revient au chacun chez soi. Hein. Donc, il y avait la division fil d'art, il y avait la division Saint-Liévin, donc la filature de coton, 50-50 avec un associé. Il y avait la division Auchan déjà, et il y avait ce qu'on appelait la D4. La D4, c'est l'ancêtre de Créadev chez nous, c'est-à-dire investissement autre. Ah, d'accord. Sur lequel on a à peu près tout loupé. Donc, c'est intéressant parce que investissement autre, c'est pas facile hein, quand on n'est pas à l'origine de la chose. Et donc cette organisation va finir par se raccrocher au juridique, alors qu'à l'époque ça l'est pas. Et donc aujourd'hui, le conseil de gérance que j'ai présidé pendant un certain temps n'est que les 7 gérants commandités des 3 SCA, Société en commandite par action. Et chacun sait que dans une commandite, il y a des gérants et des gérants mandataires et des des commandités des commandités et des commanditaires. Donc les gérants sont commandités et les commanditaires c'est tous les actionnaires. Et donc aujourd'hui cette structure qui existe, elle fonctionne par un modèle électif tous les 5 ans pour choisir les 7 familiaux, obligatoirement familiaux. dont conjoints. Conjoint, parce que j'ai oublié de dire que comme ils étaient au conseil, ils avaient le droit de devenir actionnaires. Hein? Donc chez nous, les conjoints peuvent être actionnaires jusqu'à leur divorce ou à leur décès. Mais c'est pas, au conseil ou pas, ils ont le droit d'être actionnaires. Ils ont le droit d'être actionnaires donc, au conseil ou pas. Ils peuvent se retrouver au conseil, voilà. Ça. Absolument. Et aujourd'hui, Barthélémy Guilin, qui est mon successeur président depuis 10 ans, eh bien, c'est un conjoint. Et on a eu 7 présidents en 61 en 60 ans. On a eu 7 présidents en 60 ans, dont 3 conjoints. Mais ça, c'est vraiment très original, parce que c'est rare finalement dans les familles entreprenantes que les conjoints aient leur mot à dire, qu'en plus ils soient sur ces instances de décision, c'est extrêmement rare. Mais c'est sûrement une ouverture incroyable. C'est rare, mais c'est efficace, parce que certes, la famille est nombreuse, mais à l'extérieur, il y a des gens de qualité. Hein. Bien sûr. Et si, c'est dommage de pas les chercher. C'est dommage de pas les chercher. Et s'ils sont élus, c'est parce qu'ils le méritent. Donc les élections, c'est pas le fait du hasard. Hein. Alors, ces sujets sont importants. Est-ce que tu veux nous partager la mission de ce conseil de gérance? Alors, avant de la partager, je vais continuer un peu pour l'histoire et voir comment je me raccroche, et puis après je répondrai à ta question. Donc je l'ai expliqué, en 90-98 je suis en Espagne, et en 94 le même Gérard Mullier un jour me dit: Thierry, tu devrais te présenter au conseil de gérance. Et là je lui dis: Gérard, je suis en Espagne. À l'époque les compromis avaient le droit d'être élus. Il y a eu du changement. Donc j'étais à l'époque en 94 directeur de magasin, et il me dit si. Moi je dis bon, ok. À l'époque c'était quand même compliqué de venir de Madrid régulièrement, et donc je me présente parce qu'encore une fois on me fait confiance. Je prends la confiance et je me dis sans doute je la mérite si on me le propose. Et donc en 94 je suis élu gérant, pas président. Je suis élu gérant, et donc je fais un apprentissage de gérance pendant 4 ans, et je reviens une fois par mois, un jour pour les voyages et un jour pour les réunions, donc 2 jours. Donc c'est compatible avec mon activité professionnelle. Et à la fin de ce mandat, parce qu'on parle de mandat chez nous, qui était à l'époque de 4 ans, j'ai fait changer après pour le faire passer à 5 ans actuellement. Et donc on me dit: ça serait bien que tu deviennes le président. Bon, et encore une fois, on me fait confiance. Si on me fait confiance, c'est que je la mérite, à moi de la mériter. Et donc, en 98, je me présente à nouveau comme gérant, parce que c'est un modèle conseil municipal, sauf qu'il n'y a pas de liste. Donc, on élit 7 personnes, et les 7 personnes choisissent le président. D'accord. Et donc, comme ils choisissent le président, ils peuvent le révoquer. Oui, à tout moment. À tout moment. Pas seulement à la fin du mandat. C'est jamais arrivé, mais une majorité de gérants, 4 faire sauter le président. Pourrait faire sauter le président, non pas de la gérance. Donc non. Il perdrait la fonction de... Il reste membre du conseil. Il reste membre du conseil, mais pas il change. Président. C'est important parce que ça évite... Monsieur Macron, il peut pas sortir avant la fin de son mandat. Donc ça évite des à moins qu'il démissionne, mais donc c'est intéressant ce modèle-là. Et donc en 98, je suis élu,
et je serai élu successivement 4 fois, 16 ans à présidence avec des gérances différentes, avec des gérances qui changent et qui changent à chaque mandat. Oui, c'est ça. Alors il y a souvent 3 ou 4 personnes de l'ancienne gérant qui restent et 2 ou 3 nouvelles personnes qui arrivent. Donc j'ai conduit ce bateau pendant toute cette période. Alors c'est quoi la gérance? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait la gérance c'est une représentation de la famille, des actionnaires. Oui, parce que l'organe souverain c'est l'Assemblée générale. L'organe souverain c'est l'Assemblée générale qui choisit ses gérants commandités. Et qui donc leur transmet tous les pouvoirs juridiques. Un commandité, pour ceux qui connaissent bien cette histoire, ils ont tous les pouvoirs juridiques. La gérance a tout le pouvoir. Les 7 gérants, on peut considérer que pendant 4 ans, ils ont 100% du capital à disposition. C'est ça. Et donc, ils sont capables de tout décider. Grosse responsabilité. Belle responsabilité. Alors, tu me posais la question tout à l'heure, c'est quoi la gérance? Alors, la gérance, alors d'abord, je dirais que le conseil de gérance ou le président, c'est pas le président des entreprises. Non. C'est le président de la famille. D'accord. Donc, d'abord et avant tout, de la famille. Le président du conseil de gérance, c'est le président de la famille. Oui. Que fait la gérance? La gérance, elle fait rien. Sauf. Et c'est joliment formulé parce que c'est pas tout sauf. Oui, c'est la subsidiarité. Rien sauf, subsidiarité très forte, rien sauf 5 choses. La première, faire définir par la famille la vision de la famille entrepreneuriale. Oui. Et la manière de l'exprimer, quand j'étais moi président, c'était capitaux porteurs de sens. Et mon successeur, Barthélemy Guilin, lui, il a fait retravailler la famille. Alors, ils ont fait une innovation extraordinaire, ils sont passés à l'anglais, je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, c'est Creating for People. Oui. Donc, vous voyez, c'est pas très loin entre les capitaux porteurs de sens et créés pour et par les hommes et les femmes. On précise le sens. Là. On précise le sens. Donc, la vision. Et la vision, ça pourrait être de dire, on vend toutes nos affaires et on distribue l'argent à chacun. Bon, mais concrètement, c'est la famille que vous réunissez, que vous animez pour qu'elle accouche de sa vision régulièrement. Absolument. Tous les 7 ans environ. Tous les 7 ans, vous refaites le travail. Ça existe. Alors, c'est pas une date fixe, mais tous les 5 à 10 ans, on va dire, on fait le travail. Et la fois dernière, ça s'est tenu encore en Belgique. On va souvent en Belgique. Ça s'est tenu encore en Belgique sur plusieurs jours et plusieurs groupes, et plusieurs fois. Et il y a eu à peu près 450 personnes sur les 700 de l'époque qui ont contribué à écrire la vision. À écrire ça. Donc, premièrement, c'est la vision. Deuxièmement, qui est un élément absolument vital et structurant, c'est nommer les présidents des conseils d'administration des 7 pôles d'activité que j'ai cités tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, je crois pas, parce que je n'ai pas parlé de Il en manquait peut-être. Il en manquait. Bon, donc, j'étais au textile. Oui. Donc l'alimentaire, le sport, le bricolage, l'électrodomestique, la restauration, le textile et les nouveaux métiers. On parlera peut-être des nouveaux métiers, c'est ça qui manquait tout à l'heure. Les nouveaux métiers. Et donc nommer les présidents. Donc un des très 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 grands métiers de la gérance, c'est de choisir les 7 présidents. Et moi je rajoute, et la famille est bien d'accord, de préférence et si possible familiaux. Et pour moi, quand le président n'est pas familial, et on en a quelques-uns, donc ça veut pas dire que c'est exclusif, le risque que l'entreprise se défamiliarise existe. Parce que quand on est né dedans ou quand on est un conjoint dedans, c'est pas pareil que quand on est un tiers, et ça rejoint la notion du temps. C'est-à-dire qu'un président familial, le temps est dans le temps. Les fils de... Et alors qu'un président non familial, il sait que, non pas que son temps est compté, mais il sait qu'il n'est pas sur la même vision du temps. Enfin, c'est l'analyse que j'en fais. Donc, pour moi, c'est important. Et j'y rajoute que une entreprise familiale sans familiaux n'est plus une entreprise familiale. Alors, juste une petite parenthèse. En revanche, les DG des entreprises, souvent, ne sont pas des familiaux. Alors, pas souvent, presque toujours. Presque toujours ne sont pas des familiaux. Ça veut dire que, à mon successeur, Erwan Punel, qui est un conjoint, quand je l'ai présenté une des premières fois, je l'ai présenté en disant, je vous présente Erwan Punel, c'est le moins mauvais de la famille qui a été choisi. Et il a mis un peu de temps pour comprendre. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit ça, de lui.
Ah oui. On me le répète. Et quand il découvre les gens, il dit, je suis le président, virgule, élément de modestie importante, le moins mauvais de la famille pour faire ça. Et on dit pas le meilleur. On dit le moins mauvais de la famille. Ça veut dire que on n'a pas la compétence. Et quand je dis le moins mauvais de la famille pour faire ça, Oui. de l'autre côté, au niveau des DG, on dit le meilleur pour être DG. Okay. Et dans les DG, d'ailleurs, chez nous, on a un élément structurant extrêmement fort qui est la promotion interne. On adore, c'est pas toujours, mais on adore que nos DG aient commencé 30 ans avant comme adjoint de direction, comme informaticien, comme que sais-je, mais dans nos métiers. Oui. Et donc, c'est des gens qui ont une longue histoire de l'entreprise et qui connaissent. Et donc, on choisit bien le meilleur. Oui. Moi, j'ai une jolie phrase qui dit que j'aime pas, les gens le savent, je leur dis d'ailleurs systématiquement, j'aime pas les recrutements externes à des niveaux trop élevés de responsabilité. J'aime beaucoup les recrutements externes. Mais parce que recrutement pas externe, il y a un temps de connaissance, etc. Mais les recrutements trop externes, je les appelle les parachutistes. Rassurez-vous, pas dorés chez nous. Hein, ils sont parachutistes, mais pas dorés. Parce que moi, je préfère toujours, je le dis souvent, je préfère un connu imparfait qu'un parfait inconnu. Et quelqu'un qui arrive d'ailleurs, c'est un parfait inconnu. Et donc c'est un très gros pari. Certes, son CV, il est magnifique. Sinon, on le prendrait pas. Mais il y a toujours un mais possible. Et dans les recrutements à des grands niveaux de responsabilité, très souvent, on se trompe. Plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire, d'ailleurs. Alors, si on l'embauche, c'est souvent pour son savoir-faire. Mais le savoir-être, il est pas toujours au rendez-vous. Oui. Okay. Et ça, on le sait pas avant le recrutement. D'accord. Alors que des gens de l'interne, on le sait. C'était une petite parenthèse sur les DG, mais je reviens au conseil de gérance. Donc, il anime la famille pour définir une vision. Il nomme les présidents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Il y en a encore 3 autres. Ouais. Il alloue les ressources. Ouais. Alors, allouer les ressources, c'est vaste. Allouer les ressources, c'est vaste et ça peut être très rapide. Allouer les ressources, ça veut dire décider de prélever du dividende dans les entreprises prospères. D'accord. Et moi, je rajoute que, une jolie phrase qui peut intéresser tout le monde, le dividende est la juste rémunération de la fidélité de l'actionnaire en face d'une entreprise durablement prospère. D'accord. Et chaque mot est pesé. Il faut bien les deux en face. Et chaque mot est bien pesé. Et donc, il prélève le dividende. Ok. Après, il décide de distribuer, de l'usage de ce dividende, avant de distribuer. Ouais. Une partie est distribuée parce que il est normal de partager aussi avec des actionnaires, parce qu'avant le dividende, on a beaucoup partagé avec les collaborateurs. Ouais. On pourra en parler tout à l'heure. Et l'État, bien sûr. Et oui. Donc, et d'ailleurs, l'État, on en parlera, c'est le 4e point, juste derrière. Donc, prélever le dividende. Et ce dividende, on peut dire que environ, chez nous, il est réparti en 1 tiers et en 2 tiers. 1 tiers du dividende prélevé est distribué aux actionnaires familiaux. Oui. Et 2 tiers du dividende est gardé, entre guillemets. Il n'est pas gardé pour dormir. Oui. Il est gardé dans l'AFM pour en faire d'autres choses. On peut en parler rapidement. Oui. André Mullier disait, l'argent, c'est comme le sang. Quand il circule, c'est la vie. Quand il s'arrête, c'est la mort. Et en matière de dividendes, pour moi, c'est une jolie phrase. Donc, l'argent qu'on prélève, c'est pas pour le mettre à la caisse d'épargne ou pour le placer en bourse, c'est pour à nouveau réinvestir. Et donc, la suite de ce réinvestissement, c'est dans le cadre de l'allocation de ressources, donc dividende, c'est augmentation de capital. Augmentation de capital défensive. Quand une entreprise va pas bien, ça arrive souvent chez nous, on a la chance de pas le mettre dans le journal. Oui, c'est ça. Ou offensif, quand une entreprise va bien, il y a besoin de capitaux pour accélérer sa croissance. Donc c'est là qu'on arbitre au conseil de gérance l'usage de ces... Okay. Et il y a un dernier point de la responsabilité de la gérance, c'est ce que j'appellerais, comme dans la boxe, jeter le gant. Et donc trouver le meilleur parent. Et donc accepter de vendre. C'est pas le boxeur qui jette le gant, donc c'est pas l'entreprise qui dit je vais me vendre. Chez nous, en tout cas. C'est l'actionnaire. C'est l'actionnaire qui le dit quand on se rend compte qu'on ne sait plus faire, parce qu'on est. Comme tu disais, je ne suis plus le bon parent. Nous ne sommes plus les bons parents pour cette entreprise. Donc voilà, et acheter. Alors pas acheter une filiale de Leroy Merlin ou de Boulanger, non. Mais acheter un nouveau métier. Et dans l'histoire, on a pas mal acheté. Et on a été actionnaire de Sonépar, on a été grand actionnaire malheureux de Trois Suisses. On a acheté Leroy Merlin, on a acheté Boulanger, on a acheté un certain nombre d'entreprises.
c'est ça. Et donc le dividende, l'augmentation de capital, acheter-vendre. Ça, c'est la troisième responsabilité. La quatrième responsabilité, c'est un peu plus technique, c'est la solidité juridique et financière. Et derrière le mot, et dans la finance, il y a deux. Alors, solidité juridique, on comprend facilement. Être sûr que je suis bien propriétaire de ce dont je suis propriétaire. Ça, des entreprises en cascade, là. Oui. Et la solidité financière, c'est d'une part les ratios financiers. Chez nous, extrêmement important. Oui. Une entreprise n'a pas le droit de faire n'importe quoi en termes de dette. D'accord. Okay. Et donc, si elle sort d'un cadre établi, elle doit remonter à la gérance pour avoir l'autorisation. D'accord. Et d'autre part, le fiscal. Et le fiscal, moi, j'ai appris il y a longtemps qu'il faut être au plus près de la ligne jaune, c'est-à-dire payer le moins possible, c'est notre devoir d'actionnaire, mais pas de l'autre côté de la ligne jaune. Et donc, chez nous, le problème en France, c'est que la ligne jaune, elle bouge. Et que quelquefois, aujourd'hui, les contrôleurs, ils regardent avec les lois d'aujourd'hui, les lois d'hier. Donc, on est quelquefois attaqué, comme on était près de la ligne jaune, on est quelquefois attaqué sur des moments d'hier avec des regards d'aujourd'hui. D'accord. Et donc, on nous dit, mais vous étiez pas du bon côté. Et on répond, si, on était du bon côté. Et donc, malheureusement, ça fait des procès, etc. Parce que il faut payer ce qu'on doit payer, mais pas plus. Et donc, c'est quelquefois un peu compliqué. Il vous faut des sacrés experts pour gérer ça. Et le cinquième élément, et là c'est les fameux 30% du family office, dont j'ai pas donné d'éclairage, on le fera tout à l'heure éventuellement, et les autres, et donc le cinquième élément, qui est vaste chez nous, qu'on aurait pu mettre presque en deuxième élément. Ouais. C'est mais non, parce que il faut du foin dans le râtelier. J'ai un autre oncle qui disait dans la cage ou les animaux. Oui, c'est à peu près de la même âge. Il disait les animaux ne se battent pas tant qu'il y a du foin dans le râtelier. Donc il faut mettre du foin dans le râtelier. Et puis alors c'est en même temps. Hein, et donc le dernier élément, c'est l'affectio societatis. Qu'est-ce que ça veut dire? L'affectio societatis. À l'époque, c'était l'affectio societatis de la famille. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, on va plus loin parce qu'on dit c'est l'affectio societatis de la famille, des collaborateurs et des collaborateurs vis-à-vis de la famille. Oui. Alors pourquoi ça? Parce que l'affectio societatis de la famille, c'est faire en sorte. Alors c'est très vaste, on pourrait refaire un podcast rien que sur ce sujet-là, mais faire en sorte que la famille ait durablement envie de rester ensemble. C'est pas qu'une affaire d'argent, même si on en a un peu parlé. C'est aussi une affaire de sens. Enfin, c'est surtout une affaire de sens. Hein? Moi, je dis toujours, le résultat et la valeur sont des résultantes et pas des objectifs. L'objectif, c'est des collaborateurs heureux et c'est des clients heureux. Et donc, des métiers bien faits. Enfin, évidemment. On fait pas du bonheur sur rien. Et donc des métiers bien faits. Oui, donc l'affectio, c'est faire en sorte que la famille soit heureuse d'être ensemble. Et donc là, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Et vis-à-vis des collaborateurs, c'est faire en sorte que les collaborateurs ils soient heureux d'être actionnaires chez nous. Actionnaires chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? En 1976, Gérard Mullier, toujours lui, a proposé à la famille, a dit, je souhaite mettre en place de l'actionnariat du capital. À l'époque, copie d'une entreprise qui s'appelait Norev. Norev, les petites voitures, vous vous souvenez? Petites voitures. Tout à fait, oui. Et monsieur Véron, qui est l'inverse de Norev, eh bien, il avait mis en place l'actionnariat de son personnel à l'époque. Et ça a fait tilt. Et ça a fait tilt. Je sais pas si ça vient que de là, mais en tout cas, c'est un élément parce qu'on l'avait reçu en conférence, monsieur Véron. Et donc, Gérard Mullier propose à la famille de mettre en place l'actionnariat du personnel chez Auchan. La famille grogne un peu et lui, il raconte qu'il a mis sa démission dans la balance pour obtenir l'accord de la famille. Moi, je pense plutôt qu'il a impacté fort la famille par une phrase que j'ai entendue, parce que j'avais à l'époque, en 76, 22 ans, donc j'étais actionnaire en Assemblée Générale, que j'ai entendue, où il a dit préférez-vous avoir 100% d'un petit gâteau ou 95% d'un gros gâteau? Donc, pragmatisme familial, donc à la fois sa démission et à la fois cette jolie phrase. Choc. Et puis quand même du sens, hein. On est quand même conduit un peu par la doctrine sociale de l'Église, donc tout ça, c'est le partage, c'est des mots qui nous parlent. Et donc il a mis en place l'actionnariat des collaborateurs. Et donc aujourd'hui, dans les entreprises prospères,
le partage du capital, il peut monter jusqu'à 15% avec les collaborateurs. Et donc, ça représente quelques milliards quand même aujourd'hui par rapport à la taille des entreprises. Il y a des très belles histoires de salariés, de collaborateurs qui partent à la retraite avec quelques millions, absolument. Oui, c'est ça. Donc ce capital, alors on n'est pas coté, on veut pas être coté parce que la cotation c'est le temps court. Et on le voit bien, on a une entreprise cotée qui s'appelle Voltalia et tous les trimestres on dit ça délivre pas, ça délivre, c'est à l'avance, c'est en retard avec la spéculation boursière qui est normale. La bourse elle paye le mauvais futur ou le trop beau futur. Et donc, elle est beaucoup plus volatile que chez nous. Et donc, nous, on a une organisation qui est à la fois très vieille pour les actionnaires et pour les collaborateurs. C'est l'évaluation des entreprises. Chaque année, chaque entreprise est évaluée par 3 experts indépendants externes. 3, parce que 3, ça fait la capacité à faire 2 contre 1. C'est comme un et donc, point... donc, ils se mettent toujours d'accord. Oui. Et je sais qu'ils sont rarement tout à fait d'accord. Mais au moins à 3, on se met au centre. Ils peuvent le décider. Et c'est pas du tout une histoire de famille. C'est des experts qui délivrent la valeur. Sur une formule établie à l'avance. Pas du tout sur une formule établie à l'avance, sur leur travail. Ah oui, il y a même pas de formule. Ils nous délivrent des choses, et on n'est pas dans le cénacle de leur réflexion. Donc il y a bien des chiffres dans tous les sens, mais on peut pas dire qu'il y a vraiment une formule. Et ils sentent la qualité. Et d'ailleurs, ils passent beaucoup de temps à visiter les entreprises, à connaître les dirigeants, etc. Et donc ils sentent le potentiel, ils sentent le marché, ils sentent les dirigeants. Les experts, c'est des sacrés enjeux de justice avec les collaborateurs entre vous, parce qu'il y a la bourse familiale qui va jouer chaque année. Moi, je dirais pas de justice, mais de justesse. C'est un mot les experts se trompent. Et moi, quand j'étais président, je leur disais, mon métier, c'est d'essayer de vous convaincre que vous vous trompez, et votre métier, c'est de résister à ma conviction. Et après, votre décision est irrévocable. Elle s'applique. Et l'avantage de notre système, contrairement aux arbitres de football, c'est que quand l'arbitre de football, il dit oui à un but, même s'il est mauvais. Maintenant, la télé aide un peu, quand même, c'est intéressant. Enfin, pas la télé, mais ce qui est filmé. C'est que chez nous, quand il se trompe cette année, il corrige l'année d'après. Et il se trompe sur des confiances que l'entreprise a sur son propre futur. Et donc, si l'entreprise délivre pas le futur qu'elle a promis, pas promis, mais sur lequel elle a dit, mon budget, c'est ça, dans le futur, si le budget n'est pas réalisé, il y a une pénalité qui arrive, parce que la valeur, il y a un petit peu de comme en bourse, on paye un petit peu le futur, mais si le futur est pas délivré, c'est un peu compliqué. Et donc ces valorisations, eh bien, elles existent. Donc le moment de la valeur de part dans chaque entreprise, c'est un grand moment. Et il y a moi j'ai vécu des baisses à moins 30 dans certaines entreprises et des hausses à plus de 50. Et donc cette valorisation, elle est faite tous les ans. Et notre valorisation familiale, c'est la somme des valorisations, sans décote ni surcote. C'est juste la somme des valorisations. Donc tous les ans, on dit la valeur des titres, c'est tant. Qui est la valeur des titres des SCA. Oui, c'est ça. Qui est acheteur, qui est vendeur. Et à ce moment-là, on fait cette bourse familiale annuelle. Il y en a qui peuvent sortir, il y en a qui sortent complètement. Ça peut arriver. Pas beaucoup. Enfin, non. Complètement, j'ai envie de dire non. Non, mais qui ont besoin peut-être d'un moment de liquidité et qui sont contents. Oui, alors des moments de liquidité, oui. Des moments de colère ou d'envie de faire autre chose, oui. D'accord. Mais il est de constater que tout le monde a toujours gardé au moins quelques actions. Parce qu'il y a du grain dans la cage. Non, parce qu'il y a de l'affection. Il y a de l'affection. Parce que si je garde quelques actions, c'est pas pour le grain. C'est pour l'affection. C'est pour l'arrière-grand-père. C'est pour, et je pense que je suis plus président, donc j'ai plus la connaissance précise de ça, mais de mon temps, comme par les anciens, de mon temps, tout le monde était actionnaire. D'autant qu'on a été rechercher les filles, les fameuses filles du tout début. C'est ça. La religieuse, on n'a pas été la rechercher, mais les 3 autres branches filles, on a été les rechercher. Dans lequel d'ailleurs, on a trouvé Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon, c'est un fils de fille. Donc vous voyez que la générosité, elle est rarement perdue. On n'a pas fait ça pour récupérer Decathlon, on ne savait pas. Il n'y avait pas créé Decathlon quand on a été rechercher les filles. Mais le fait de faire... Donc ça a recréé de l'affectio fort. Thierry, dans le temps qui nous reste, j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots sur la gouvernance de vos entreprises, parce que un jour, tu m'as dit, chez nous, il n'y a pas de PDG et on n'en veut pas. Alors, est-ce que tu veux bien prendre le temps de nous expliquer
Pourquoi et comment ça se traduit concrètement, cette gouvernance duale, comme on l'appelle? Alors pour ça, je vais remonter très loin en arrière aux 4 frères à l'origine, quand ils décident de rester ensemble. Ils disent on va créer. Alors ils l'ont pas appelé comme ça, mais c'est ça en réalité. Alors il y avait pas encore la gérance. Hein, donc les 4 frères, eh bien tous les samedis matins, ils se réunissaient là sur une petite table comme la nôtre à 4. Et chaque samedi matin, il y avait Bruno Tesson en face des 3 autres. Et le samedi matin d'après, il y avait Thierry Mullier en face des 3 autres, etc., etc. Et donc ils se rendaient compte les uns aux autres. Ils se rendaient compte parce que quand tu rendais compte, tu te rends compte. Enfin, c'est banal de le dire, mais c'est très vrai. Et donc, dès le début, il y a cette gouvernance duale. Et d'ailleurs, l'histoire raconte qu'il y en a un des 4 qui, un jour après une décision contre l'avis de ses frères, il a été sanctionné par les 3 autres frères. Hein, donc, sanctionné financièrement parlant. Oui. Donc, et dans la suite, il y a toujours eu chez nous un directeur général et un président. Et une toute petite entreprise, j'en ai pas parlé, mais on a ici le club des créateurs familiaux. Donc, quand on dit est-ce qu'on crée toujours, crée au sein, la pépinière, on crée au sein des entreprises, bien sûr. Les entreprises créent sans arrêt. Hein, moi, quand je suis arrivé chez Boulanger en 2003 comme président, l'entreprise allait mal. Elle faisait 500 millions de chiffres. Là, je viens de la quitter 20 ans après. Elle fait 5 milliards et demi et elle a 15 entreprises. Parce qu'il y a en permanence des entreprises autonomes, à chaque fois autonomes. Mais à chaque fois, un président, un conseil, un dirigeant, une équipe de direction. Donc chez nous, c'est un modèle quasi, je dis bien quasi, permanent. Et les rares endroits où on a fauté là-dessus, c'est des entreprises qui vont moins bien. Je les nommerai pas aujourd'hui, mais on a des entreprises, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a quelquefois des moments... Il y a eu un cumul des pouvoirs. Il y a eu un cumul des pouvoirs, c'est des entreprises qui vont moins bien. D'accord. Et donc la recommandation très forte, c'est si vous regardez en Allemagne, toutes les entreprises sont organisées comme ça. Chairman. Si vous regardez en France, il y a un pôle d'activité par loi qui est contraint à ça s'appelle les banques. Et ça, c'est après l'accident de 2018, la loi a dit aux banques, vous n'avez plus le droit d'avoir des PDG. Et donc, il n'y a plus une banque en France qui n'est pas dissociée. La BNP a un président et un directeur général. La Société Générale avait un crédit. Enfin, toutes les banques sont aujourd'hui dans la dualité. Parce que c'est incroyablement meilleur. Un PDG, c'est quoi? C'est P, je suis le président du conseil d'administration. DG, je suis le DG de l'équipe de direction. Toute la journée. Comment voulez-vous faire une dualité, faire un pouvoir, un contre-pouvoir du recul? C'est impossible. Et moi, j'étais 20 ans, un autre message sur le temps long. J'étais 20 ans président au départ de Boulanger et maintenant d'une ITB, donc avec tous les métiers qu'il y a dedans. Eh bien, 20 ans président avec 2 DG. Et si vous regardez aujourd'hui sur la notion de temps long, toutes les entreprises, pas forcément familiales, mais qui ont du temps long, c'est bizarre, mais L'Oréal, il y a eu très peu de dirigeants, l'Air Liquide, il y a eu très peu de dirigeants, Schneider Electric, il y a eu très peu de dirigeants, LVMH, je vous en parle pas, et Silor, il y a eu très peu de dirigeants, etc., etc. Donc, quand c'est des entreprises au temps long, eh ben la prospérité est meilleure. Et je crois que le temps de présence des dirigeants en bourse, c'est 5 à 7 ans. C'est extrêmement court. Donc ce fameux temps long, pour moi, il est extrêmement important. Mais alors concrètement, un conseil se réunit à quelle fréquence? Par exemple, prenons celui de Boulanger que tu connais bien. Alors, c'est combien de fois par an? Ça dure combien de temps? Et avant la fréquence, le nombre. De personnes. Pas plus de 7. Pas plus de 7 administrateurs. Quand vous faites un conseil de grande société cotée à 25, moi j'ai eu le plaisir d'être administrateur du Crédit du Nord, filiale de la Société Générale pendant 10-12 ans. On était 25 autour de la table. Donc les échanges sont... Ils rendent compte. Ils rendent compte. Mais c'est tout. Ils ne reçoivent pas du conseil. Il n'y a pas d'enrichissement qui vient du conseil. Quand on est 7 d'un côté de la table, 7 de l'autre côté de la table, et pas plus... Plus un ou deux, donc 7, 7, 14 et 2, 16, on est quand même 16 autour de la table. Et parce que tous les membres du CODIR sont là? Parce que l'équipe de direction est là. L'équipe de direction est là. Tout entière. L'équipe de direction avec son DG, le président avec son conseil.
D'ailleurs, chez nous, originalité aussi, le conseil, quand on nomme un nouveau président, tout le conseil démissionne. Ah oui. Et c'est le nouveau président qui constitue son conseil et qu'il fait en lien avec le DG, et qu'il fait valider par l'actionnaire, par le conseil de gérance. Et donc ça, c'est notre modèle incontournable, et ça nous paraît très important de fonctionner comme ça. Alors Thierry, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais bien évoquer le souvenir d'André Mullier, qui est une personne qui a beaucoup compté pour moi, parce que j'ai été le DG de Réseau Entreprendre pendant près de 10 ans, et c'est lui le fondateur de Réseau Entreprendre. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir d'André ? Pour moi, André, pour moi, il y a deux grands hommes dans la famille. C'est Gérard Mullier, l'entrepreneur, évidemment, et c'est André Mullier, l'organisateur et l'humain. Et André Mullier, il était merveilleux pour organiser la caisse de rachat, l'évaluation, tout le règlement intérieur, la gouvernance, tout ça. Il y a pas que lui, mais il a été extrêmement moteur là-dessus. André Mullier, il était le family office à lui tout seul pendant très longtemps. Enfin, à lui tout seul, ils étaient 4 ou 5 quand on les connaissait il y a très longtemps. Mais quand je suis devenu actionnaire, il y avait 70 actionnaires. Parce que je suis un des plus vieux de la 4e génération, vu que je suis dans les aînés de mon grand-père qui était l'aîné, etc. Donc, il y avait 70 actionnaires, il n'y avait pas besoin non plus de 50 personnes pour organiser. C'est lui qui a pensé le sujet. Donc, il a pensé beaucoup de choses. Et André Mullier, à un moment donné, Fildar allait mal. Et donc, il a eu le courage de devenir le président de Fildar, parce qu'il y a eu un directeur général qui s'appelait José Bond, d'ailleurs, et qui était le père d'un de nos associés familiaux, qui est un type très bien, Edgar Bond. Et donc, il a dirigé Fildar pendant quelques années. Parce que ça allait mal. Et il l'a pas redressé, parce que on dresse pas des évolutions de marché, on en parlait. Les femmes ont arrêté de tricoter. Un séisme. Les femmes ont arrêté de tricoter parce qu'il y a eu Pimki qui est arrivé, Pimki et tous les autres. Donc on n'avait plus besoin de tricoter son pull. Ton pull et le mien n'ont pas été tricotés par nos épouses. Ma femme, elle a tricoté pas mal, mais pour ses petits-enfants. Et donc, ça s'est mal passé. On a dû fermer des usines. Et donc, il l'a très mal vécu. Et il a fait une dépression nerveuse à l'époque. Et à la suite de sa dépression, il a dit, je dois compenser l'origine de l'entreprise. Il dit, je dois compenser les licenciements, entre guillemets, que j'ai fait par des créations d'emplois équivalentes. C'était l'idée. Je vais balancer. Il a fait de la RSE sans le savoir. Oui. On connaissait pas le mot. Hein. Bon, je vais balancer les licenciements que j'ai fait par de la création. Et puis, il a été plus loin en disant, mais pour créer des emplois, il faut d'abord surtout créer des employeurs. Parce que c'est l'employeur qui crée. Et donc, Nord Entreprendre, parce que le tout début, c'était pas du tout Réseau Entreprendre, c'était Nord Entreprendre. Et moi, j'étais membre du premier comité d'engagement, donc je me rappelle très bien comment ça fonctionnait. C'était d'abord les sélectionner et leur donner un peu d'argent. Je dis bien donner parce que c'est de l'argent qu'on ne rembourse qu'en cas de succès. Oui, c'est ça. L'argent sans intérêt. Et qu'on rembourse en cas de succès, et qui sont des capitaux propres. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis donner. Je donne à la personne aujourd'hui, je crois que c'est autour de 50 000 euros. Aujourd'hui, c'était beaucoup moins avant, c'était 30 000 francs à l'époque. Francs, parce que c'était des francs. Et donc, et c'est de l'argent que l'entrepreneur peut amener en capitaux propres. C'est ça. Avec un effet de levier sur les autres financements. Et donc la capacité à emprunter, etc. Ouais. Parce que c'est pas une dette pour lui. Oui. C'est seulement une dette morale. Quasi fonds propres, quoi. C'est même plus que ça. C'est des fonds propres parce que il n'a pas de dette. Oui, c'est ça. Et s'il échoue, il doit rien. Oui. Et sans intérêt qui plus est. Et c'est toujours comme ça. Et un jour, donc il crée ça à Roubaix. Et puis un jour, il y a un de ses amis lyonnais à qui il raconte son histoire et qui lui dit c'est intéressant ton truc, est-ce que je peux le faire? Mais André lui dit mais évidemment que tu peux le faire. Voilà comment on fait. Et donc voilà partage nos pratiques. Voilà comment a démarré la Fondation Entreprendre. C'est génial. Réseau Entreprendre, pardon. Ah oui, puis la Fondation Entreprendre, c'est aussi un autre élément qui sert à pérenniser Réseau Entreprendre d'ailleurs. Voilà, donc on a ce souvenir très proche et très touchant en commun, c'est André. J'ai une dernière question pour toi. Tu nous as raconté cette aventure entrepreneuriale et familiale exceptionnelle. Qu'est-ce qui pourrait faire arrêter cette aventure? Le contraire de ce qui fait son succès. Ça veut dire l'inefficacité marchande,
des entreprises. Ouais. Des entreprises. Donc, si on n'évolue pas, on n'a pas parlé de la nécessaire évolution. Donc, d'ailleurs, ça me permet de... dans mon esprit, une entreprise prospère du 21e siècle, elle répond à 4 critères, quels qu'elles soient. Le premier critère, on en a beaucoup parlé, des collaborateurs heureux et fiers. Heureux de se lever le matin et fiers de mon entreprise. Le deuxième critère, c'est l'excellence. L'excellence du produit, quel qu'il soit, même si c'est pas un produit. L'excellence du service. Ouais. Et l'excellence du prix. Ouais. Ça veut dire si on est dans un très bon produit, avec un très bon service, avec un prix, un bon prix, normalement ça fonctionne. Ça marche. Le troisième critère, c'est ça que je voulais exprimer, c'est digital first. Et donc digital first, heureusement, on a beaucoup de nos entreprises qui ont muté avec des succès plus ou moins élevés. Je pense à Boulanger où j'étais, on est dans un grand succès digital parce que on a été les premiers attaqués. Rappelons-nous l'époque au début, dans les années 2000, où il y a des gens qui avaient pris les produits de l'électrodomestique, surtout d'ailleurs informatique et télévision, et où à cette époque-là, et moi je rigolais en moi, même si c'était pas rigolo, parce qu'on était très frontal avec les pure players de l'électrodomestique, les gros Bill, les Pixmania et les Cdiscount au début, et les Amazon du début aussi d'ailleurs. C'est à l'époque, c'est plus je vends, plus je perds, plus je vaux cher. Mais c'était vrai. Bon, ils ont à peu près tous disparu, sauf Amazon, à force de centaines de milliards de capitaux, qui fait qu'il a fini par trouver son métier. Rappelons-nous, Amazon, c'est pas un grand commerçant, c'est surtout un grand du cloud. C'est AWS qui fait toute sa prospérité. Bon, il y a certes le commerce et les places de marché. Donc, AWS, le best de la classe, place de marché le second, et le commerçant en troisième. Mais je suis pas sûr encore que le commerçant gagne de l'argent. Oui. C'est pas sûr. C'est vrai. Et donc, le digital, et nous, on a été tellement attaqués qu'on a su s'inventer le digital. Bon, les autres qui étaient moins attaqués, elles ont démarré plus tard. Donc, ça a été plus compliqué. Et le quatrième critère majeur aujourd'hui, même si on s'y prend bien tard, mais ça, c'est l'humanité qui est toujours comme ça, c'est la planète. Donc, une entreprise qui a des collaborateurs heureux, qui a de l'excellence, qui a du digital et qui a la planète, normalement, elle fonctionne bien, pourvu que ça soit un bon produit dans un bon marché. Donc ça, c'est des entreprises pérennes, première chose. Qu'est-ce qui pourrait faire la famille. Que la famille. Alors, ce nombre grandissant. Bah oui, c'est quand même de manière incroyable. Ça va grandir encore indéfiniment. Alors, on va s'arrêter où? Et actuellement, on est à l'époque du décès de la 3e génération. C'est la génération de mon père. Oui. On a environ un décès par semestre. Oui. Et comme on montre les photos, on a environ 30 naissances par semestre. Oui. Bon, donc vous voyez le rapport entre. Ça va aller vite. Donc ça va vite. Et donc, comment aurons-nous l'intelligence de la pérennité de cet immense nombre, et je le répète, qui est aussi notre force. Donc ça, c'est un sujet pour tes successeurs. C'est ça le deuxième enjeu. Ok. Merci Thierry pour ce moment partagé. Merci pour les secrets que tu as accepté de lever. Merci pour ton accueil ici. À bientôt. À bientôt. Merci à toi.